sur la présentation et l'introduction au langage de programmation Python. Donc pour ce faire, on va juste commencer par la ligne de commande par laquelle vous commencez généralement. Donc print hello world. C'est bon, je me suis pas gouré, non, ça a l'air d'être bon. Ah ouais, donc on commence par un print, ça fait quoi vraiment print derrière? Le print, en fait, c'est simple, c'est une commande qui va afficher un message à l'utilisateur. Pour ça, il va passer par le compilateur qui va transformer ça en un code qui est compréhensible par l'assembleur, qui va lui transformer ça en code machine, qui lui sera envoyé directement dans la mémoire des instructions, qui du coup va être exécuté par l'ALU séquentiellement. L'ALU qui lui est fait avec des portes logiques essentiellement, des circuits logiques, tout ça, et les portes logiques qui sont faites avec des transistors. Ah alors j'ai pas tout suivi, tout compris, et je pense que l'assemblée non plus. Est-ce qu'on peut juste refaire la même chose, mais un tout petit peu plus doucement, s'il te plaît? Ouais, ok, je te fais un récapitulatif un peu rapide, mais vraiment vite fait, on va pas passer sur tout parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. On va reprendre l'histoire depuis le début, et le début de l'histoire, évidemment, c'est le silicium. Alors pourquoi le silicium? Pour le comprendre, il faut comprendre au niveau atomique à quoi est-ce que ça ressemble le silicium. Le silicium, tout simplement, c'est un atome qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il va avoir 4 électrons disponibles pour former des liaisons avec les atomes qui se trouvent autour de lui, pour former un matériau qui ressemble à ça. Donc ça, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est que le silicium, on va être capable de le doper, c'est-à-dire de remplacer certains atomes par d'autres atomes plus petits ou plus grands. Donc si on remplace par un atome un peu plus grand, ça s'appelle le dopage négatif, parce qu'il va se retrouver avec des électrons en plus qui seront disponibles pour former d'autres liaisons avec les autres atomes qui se trouvent autour. Sauf que vu qu'autour il n'y a que du silicium, cet électron ne sera pas utilisé pour former des liaisons, et donc ce sera des électrons qui seront relativement libres, qui pourront se déplacer dans le matériau. Ça s'appelle du dopage négatif parce qu'on a entre guillemets des électrons en plus qui sont chargés négativement. Et à contrario, on peut mettre du dopage positif, qui lui consiste à mettre des atomes un peu plus petits et donc qui auront des électrons en moins de disponibles pour former des liaisons. Et donc on aura des liaisons qui ne seront pas complètes. Et si on a des électrons qui se baladent par là, ils voudront remplir ces trous, ils voudront remplir ces liaisons qui ne sont pas complètes. Et donc ça, c'est du dopage positif parce qu'il manque des électrons. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à essayer de faire un montage qui ressemble un peu à ça. Donc on va mettre une couche de silicium dopée négativement avec des électrons disponibles, entre guillemets, une couche de silicium dopée positivement, donc avec des électrons qui manquent, des trous d'électrons, puis de nouveau des électrons disponibles, dopés négativement. Et on va essayer de faire passer un courant à travers ça. Sauf que ce qui se passe naturellement, c'est que la zone qui a des électrons en trop va donner des électrons à la zone où il en manque, parce qu'ils vont être attirés par justement le manque d'électrons, ils vont remplir les liaisons qui manquent, et ce qui va avoir pour conséquence qu'on va se retrouver avec beaucoup d'électrons au même endroit, dans la zone entre N et P. Et donc ces électrons, puisqu'ils se repoussent entre eux, ça va avoir pour conséquence que ça va créer une sorte de barrage d'électrons qui va empêcher notre flux d'électrons de traverser tout le matériau. Donc, quand le flux d'électrons n'est pas capable de traverser tout le matériau, c'est ce qu'on appelle un matériau isolant. L'électricité ne passe pas à travers, le courant électrique ne passe pas à travers. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer vis-à-vis de ça? On peut appliquer une petite tension aux bornes de la zone du milieu, de la zone dopée positivement. Et ça va faire que ça va donner suffisamment d'énergie, ça va attirer suffisamment d'électrons qui essayent de traverser le matériau, et donc ça va leur permettre de traverser de part en part, et donc là, notre matériau, il devient conducteur, le courant passe à travers. Et d'ailleurs, vous voyez en haut, la lumière, elle s'est allumée en jaune. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça fait qu'on a un matériau pour lequel on peut décider s'il laisse ou pas passer le courant seulement à partir d'un petit courant électrique. Et ça, ce qu'on vient de construire ici, c'est ce qu'on appelle un transistor. Et c'est comme ça que fonctionnent globalement les transistors, mais pas n'importe quel transistor. Hector le transistor, je vous le présente. Et là, on vient de créer ce qu'on appelle une couche d'abstraction, c'est-à-dire qu'on vient de créer un composant qu'on va pouvoir réutiliser plus tard, dont on connaît le comportement, on sait comment est-ce qu'il va réagir en fonction des entrées qu'on lui donne, et on n'a plus besoin de savoir exactement comment il a été implémenté, quels sont les mécanismes sous-jacents qui permettent son fonctionnement pour le réutiliser. Donc on a une brique de base qu'on va pouvoir réutiliser. Et cette brique-là, justement, on va la réutiliser. Là, qu'est-ce qui va se passer si on va réutiliser cette brique et on va les mettre côte à côte? Alors donc, je vous rappelle le transistor, il faut qu'on applique un courant là
c'est I1 et I2, pour qu'on fasse passer le courant. Donc nous, qu'est-ce qui va se passer? Là, on n'a activé aucune des deux entrées, ni I1 ni I2, donc on n'a aucun courant qui va passer. Nous, ce qui va nous intéresser, on va regarder la sortie S, donc à la fin de nos deux transistors qu'on a mis en série. Donc là, il n'y a pas de courant. Par contre, si on active le premier transistor, là, le courant va passer par le premier transistor. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, on voit que notre courant, il est toujours encore bloqué. Et donc notre sortie est toujours encore à 0. Donc là, la petite notation 1, 0, vous avez vu que le 0 est passé à 1. En fait, 0, c'est quand il n'y a pas de courant, et 1, c'est quand il va y avoir du courant. Donc nous, on va chercher à avoir 1 pour notre sortie. Donc là, le seul moyen d'avoir du courant en sortie de nos deux transistors, c'est d'activer les deux. Donc là, vous allez voir, on a activé le deuxième transistor, et donc là, le courant passe. Donc là, si on regarde nos deux entrées et notre sortie, en fait, on se retrouve avec un composant qui nous dit qu'il faut que les deux entrées soient à 1 pour que notre sortie soit à 1. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une porte logique. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est une porte logique E. Donc on a nos deux entrées qui doivent être à 1 pour que notre sortie soit à 1. Et là, merci Hector, effectivement, on a une abstraction, j'espère que tout le monde le voit bien, mais donc là on a refait une abstraction en fait où on a des portes logiques derrière, avec des transistors derrière, mais ici on a un composant, on sait juste qu'on a deux entrées, on a une sortie et on sait qu'il fonctionne de cette manière-là, et donc on a cette couche d'abstraction de nos transistors. Alors on va pouvoir faire d'autres choses aussi avec nos transistors, pas que une porte logique E, on va aussi pouvoir positionner nos transistors de cette manière-là, donc plutôt en dérivation, comme on appelle ça, donc l'un au-dessus de l'autre. Là, ce qui va se passer, si on va en activer un des deux, donc là, typiquement, on va activer celui-là du bas, vous voyez que la sortie est passée à 1. Donc là, en fait, on se rend compte que si on les place de cette manière-là, il suffit qu'on active un des deux transistors pour que la sortie soit à 1. Et bien sûr, si on active les deux, ça va faire la même chose, la sortie restera à 1. Donc là, on a une nouvelle porte logique. Et cette porte logique s'appelle la porte logique OU. Donc là, vous voyez, comme on l'a noté, supérieur ou égal à 1. Donc en fait, cette porte logique-là, il faut qu'il y ait au moins une des deux entrées qui soit à 1. Donc on a mis l'électricité sur une des deux entrées pour que la sortie soit à 1. Donc au moins une des deux. Donc là, c'est une abstraction, on ne va pas redire ça à chaque fois. Donc je vais aller un peu plus vite sur les prochaines, parce qu'il y en a encore d'autres, des possibilités, notamment celle-ci. Là, on a placé un peu différemment notre transistor, déjà il n'y en a qu'un. Et là, en fait, il ne sert à rien. Donc là, notre courant, il passe, notre sortie est à 1. Par contre, ce qui va se passer quand on va activer notre transistor, donc si vous ne le savez pas, le courant va prendre le chemin de plus faible résistance. Donc ici, en fait, on a activé un transistor, donc en fait, il a trouvé un chemin plus court. Donc en fait, là, quand on active le transistor, en fait, la sortie passe à 0. Donc en fait, ici, ce qu'on a, c'est un inverseur. On appelle ça aussi une porte logique non. Donc en fait, quand on va mettre du courant, ça va passer à 0. Quand on n'a pas de courant, ça passe à 1. Ça reste à 1, en fait. On va pouvoir faire autre chose aussi, donc là on va continuer dans nos abstractions, parce que des portes logiques, on peut les combiner entre elles aussi. Il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Donc là, typiquement, on peut créer des portes logiques plus complexes, avec plus d'entrées. Donc typiquement, si vous regardez en haut, vous vous souvenez de la porte logique OU, il faut qu'au moins une des entrées soit 1 pour que la sortie soit 1. Donc là, typiquement, si on les met à la suite comme ça, la sortie de l'un devient une des entrées de l'autre, ça nous donne, comme vous voyez en haut à droite, une porte logique OU, avec 3 entrées, ou toujours encore, au moins une des 3 entrées doit être à 1 pour que la sortie soit à 1. Et je vous laisse voir pour la porte logique E en dessous, ça fonctionne de la même manière, il faut que toutes les 3 soient 1, donc les 3 entrées soient 1, pour que notre porte logique E, la sortie soit 1. Donc c'est super, là on s'est construit nos 3 briques de base de porte logique. Donc la porte logique OU qui s'active quand on a au moins une des entrées qui est activée, la porte logique E qui s'active quand toutes les entrées sont activées, et la porte logique non qui inverse le signal, donc qui renvoie un 0 si on a un 1 et qui renvoie un 1 si on a un 0. Et on se demande, est-ce qu'on est capable de construire des circuits logiques un peu plus complexes juste avec ces 3 briques-là? Typiquement, on a la porte logique OU exclusif qui se décrit de cette manière-là, à savoir la sortie est vraie si et seulement si I1, l'entrée 1 est vraie, ou si I2 est vrai, mais pas les deux en même temps. Ok, donc on va essayer de construire ça avec nos 3 briques de base. Donc on voit dans la définition, au début, il est écrit I1 est vrai ou I2 est vrai.
Bon, ça on sait faire, c'est une porte logique OU. Donc on va connecter I1 et I2 à la porte logique OU. Un peu plus loin dans la définition, on voit écrit les deux en même temps. Bon, les deux en même temps, c'est pareil, on sait faire, c'est une porte logique E. Donc on connecte tout à la porte logique E. Sauf que c'est pas seulement écrit les deux en même temps, c'est écrit pas les deux en même temps. Donc on va inverser ce truc-là. C'est pas les deux en même temps, voilà. Et notre porte logique OU, elle se définit quand ces deux conditions sont là en même temps. Donc on met une porte logique E au bout. Et voilà, on a réussi à construire notre porte logique OU exclusif qu'on voulait. Et là, encore une fois, on ne va pas encore le dire, on a créé une couche d'abstraction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter ça sous ce schéma, le réutiliser comme on le voudra plus tard, avec le schéma égal 1, parce qu'il faut qu'il y ait exactement une des entrées qui soit activée pour que la sortie soit activée elle aussi. Donc pas les deux et pas aucune des deux. Bon, très bien. Là, on commence à avoir pas mal de schémas et de composants différents, donc on va stocker tout ça dans notre étagère à composants. Donc là, on a notre porte XOR, c'est très bien, et on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec nos portes logiques de base. Un truc intéressant qu'on peut faire, typiquement, c'est du routage. Donc, c'est-à-dire transférer une information d'un endroit vers une sortie sélectionnée. Et pour ce faire, on va utiliser un sélecteur de sortie qui va nous permettre de décider vers laquelle des sorties est-ce qu'on veut router l'information qui se trouve en I1. Donc typiquement, si on a le sélecteur de sortie qui est à 1,1, on aura la sortie 3 qui aura la valeur de I1, et les autres qui seront à 0. Si on a le sélecteur de sortie à 0,1, on aura la sortie 1 qui sera à la valeur de I1 et les autres qui seront à 0. Pour comprendre un peu mieux ça, on va utiliser ce qui s'appelle une table de vérité, c'est-à-dire un tableau qui va récapituler toutes les entrées possibles et donner les sorties qui y correspondent. Donc là, typiquement, on le voyait, comme on le disait tout à l'heure, si on a le sélecteur de sortie qui est à 1,1, on n'a que la sortie 3 qui va être impactée, etc. Comment est-ce qu'on implémente ça ? Tout simplement avec une porte logique E. On veut que les sélecteurs de sortie soient à 1,1 et on veut I1 à mettre dans la valeur de I3. Donc on connecte tout ça comme ça et on a notre sortie 3 qui est implémentée. De la même manière, on implémente les autres sorties en mettant un inverseur devant les sélecteurs de sortie parce qu'on ne veut pas avoir du 1,1 mais du 0,0 pour la sortie 0, et ainsi de suite. On met toutes ces sorties qu'on a implémentées les unes à côté des autres et on obtient ce qui s'appelle un démultiplexeur. C'est-à-dire ce que je décrivais au début, un composant qui pour une entrée va avoir un nombre de sorties, et on choisit celle qu'on veut. On peut de la même manière créer son alter ego qui s'appelle le multiplexeur, qui lui ça va être l'inverse, il va avoir plusieurs entrées, une seule sortie et un sélecteur d'entrée. Ok, on s'est créé deux composants supplémentaires, on va pouvoir les ranger dans notre petite étagère, et il y a encore d'autres choses qu'on pourrait faire avec ces composants de base. Effectivement, notamment des choses dont vous soupçonnez peut-être même pas la possibilité, avec des portes logiques, retenir des informations. Donc effectivement, on va pouvoir retenir des informations, des 0 et des 1. Donc là, vous retrouvez la porte logique OU. Je vous rappelle, il faut qu'au moins une des deux entrées soit 1 pour que la sortie soit 1. Donc nous, ce qu'on va faire quelque chose d'assez intéressant. On va brancher la sortie de cette porte logique vers une de ses propres entrées, donc sa deuxième entrée. Là, ce que ça va faire, si là, on va activer l'entrée 1, boum, en fait, la sortie va être à 1, c'est une porte logique OU, mais vu qu'elle est branchée sur elle-même, en fait, la porte logique OU va toujours être activée, la sortie va toujours être à 1, puisque la sortie est branchée sur la deuxième entrée, qui va rester à 1, donc ça va se mettre la sortie à 1, tout va rester à 1. Et donc ceci, même si on désactive la première entrée. Donc là, en fait, on vient de retenir l'information 1, parce que là, en fait, on va rester à 1 indéfiniment. Alors il y a un moyen d'arrêter ça, on va pouvoir couper. On va pouvoir couper ce circuit-là, bien sûr, on ne va pas le faire manuellement avec des ciseaux, c'est sûr, ça ne va pas être pratique. On va plutôt le faire avec une autre porte logique. On retrouve notre porte logique E, qui, je vous rappelle, il faut que les deux entrées soient 1 pour que la sortie soit 1. Donc là, ce que ça va nous permettre de faire, donc là on va réactiver notre circuit, et là vous voyez que si on réactive aussi la première entrée de la porte logique E, en fait notre circuit est de nouveau bien formé, il va indéfiniment retenir la valeur 1. Et là par contre, ça va nous permettre de faire quelque chose pour casser ce circuit, pour repasser à 0. En fait, si on désactive la sortie du E, en fait, on va repasser à 0. Ce qui est pas mal. Par contre, nous, on va juste mettre une petite porte logique non, parce que c'est pas vraiment pratique de devoir laisser l'entrée 1 de la porte logique E activée en permanence pour pouvoir retenir 1. Donc en fait, on va juste faire l'inverse. Donc là, en fait, tant qu'on ne va pas activer l'entrée 1 de la porte logique E, en fait, ça va retenir l'information 1. Par contre, dès qu'on va l'activer, boum, ça va réinitialiser, ça va repasser à 0. C'est beaucoup plus simple quand même.
Et donc là, si on nomme nos deux entrées, on va nommer la première entrée 7, puisque quand on va activer cette entrée, ça va setter à 1, ça va mettre à 1 la valeur. Et en fait, tant qu'on n'active pas le reset, qui va réinitialiser le circuit, et donc qui va repasser à 0. Et donc, ça va nous faire un composant qu'on va appeler le latch, avec nos deux entrées, et puis notre sortie qui nous permet de retenir 1 ou 0. Fantastique, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que pour l'instant, je ne vois pas trop l'utilité. On peut retenir un bit, donc un bit c'est juste un 0 ou un 1, ce qui est pas mal. Mais par contre, on va pouvoir les combiner. Et si on les combine, on en met 8 côte à côte. Là, on va pouvoir tout doucement retenir un octet. Un octet, c'est 8 bits. Et on va appeler ça un registre. Pourquoi pas? Mais on peut aller encore un peu plus loin. On va pouvoir mettre plein de registres ensemble. On va mettre un petit démultiplexeur au début pour pouvoir sélectionner une adresse, donc pouvoir juste sélectionner un des registres. On va pouvoir écrire dans un registre, on va pouvoir lire dans un registre. Et en fait, là, on a tout doucement, ce que vous connaissez peut-être, c'est une mémoire. C'est une des implémentations d'une mémoire, mais on a une mémoire. Pas mal, ça nous fait déjà 3 composants en plus. Tac. Bon, on a une mémoire, mais on va peut-être vouloir faire quelque chose avec cette mémoire. Typiquement, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des maths avec ces octets. Donc là, on va faire un cas un peu plus simple. On va juste prendre deux nombres qui sont écrits donc en binaire. Donc le binaire, je vous rappelle, c'est on écrit nos nombres juste avec deux symboles, le 0 et le 1. Donc là, on va vouloir additionner deux nombres de 3 bits chacun. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on l'a appris à l'école en primaire, on va poser notre addition. Parce que ouais, on va pouvoir faire l'addition de la même manière qu'avec des nombres classiques, avec les 0 de 0 à 9 en décimale. Donc là, si on regarde, on se concentre sur la colonne tout à droite, on va additionner nos deux 1. Ça va nous faire 0, puisque je vous rappelle, on n'a pas de 2, donc en fait, on va passer la dizaine, comme on l'aurait fait avec le décimal. Ça va passer à 0, par contre, du coup, on a une retenue. Et cette retenue, on va la passer à la prochaine colonne. Vous savez comment ça marche. On va additionner la deuxième colonne, ça va nous faire encore une fois 0 avec une retenue. Et on refait la même chose, sauf que cette fois-ci, on arrive à la fin de l'addition qu'on a posée. Donc, la retenue finale, on va la mettre dans notre nombre. Et donc là, on vient de faire notre addition. Donc nous, on va vouloir un composant qui fait ça. Parce que c'est sympa d'additionner des nombres. Donc pour ce composant-là, il faut qu'on identifie nos entrées et nos sorties. Donc les entrées, si on se concentre vraiment juste pour l'instant sur additionner une colonne, donc 2 bits entre eux, il nous faut tout d'abord un premier nombre. Il nous faut bien sûr un deuxième nombre. Et il ne faut surtout pas oublier la retenue. Parce que si ça se trouve, on avait une retenue, et donc il faut l'ajouter dans notre addition. Et en sortie, ça nous donne la somme. La somme de tous ces nombres-là. Et bien sûr, il ne faut surtout pas encore oublier l'autre retenue qu'on va passer à la prochaine colonne. Et donc ce composant-là, on appelle ce composant un full adder. Il va nous permettre de faire une addition entre 2 bits et en prenant en compte les retenues. Donc là, on n'a pas encore additionné nos deux nombres de 3 bits, donc vous avez peut-être deviné ce qu'on va faire. On va... Alors, oui, on ne va pas vous montrer les portes logiques qu'il y a derrière. Voilà, maintenant vous comprenez le concept d'abstraction. Vous savez qu'il y a des portes logiques derrière. On va passer assez vite. Si ça vous intéresse, on peut construire l'addition de 2 bits entre eux via des portes logiques de cette manière-là. Et donc, pour additionner nos deux nombres, on va mettre ces 3 composants-là. Donc 3 full adder pour additionner 3 colonnes, 3 fois 1 bit. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la retenue d'un des composants à l'entrée retenue du prochain composant. C'est exactement ce qu'on a fait quand on a posé notre addition. On a à chaque fois injecté la retenue dans la prochaine colonne. Et là, ça va fonctionner de la même manière. Donc là, peut-être que vous avez trouvé le résultat final. Le résultat final, c'est la colonne à droite. Donc vous avez bien sûr la retenue finale qu'il ne faut pas oublier surtout, puisqu'elle va être dans notre somme finale. Et il faut prendre en compte les 3 champs somme, qui sont les 3 résultats de nos full adders. Et donc on a notre 1000 qui est le résultat de nos deux nombres. Et donc on a encore 2 composants en plus, donc on a notre full adder et puis on a aussi le 8 bit adder. Donc là on a fait une addition entre deux nombres de 3 bits, mais en fait si on fait ça sur 8 bits, donc on met 8 full adder à la suite, on a un 8 bit adder qui nous permet d'additionner 2 octets entre eux.
Donc maintenant qu'on commence à avoir pas mal de composants qui sont capables de faire pas mal de choses, pas mal d'opérations mathématiques ou logiques sur nos nombres, on a très envie, ces composants, de tous les mettre les uns à côté des autres et d'en faire un genre de boîte à outils. Et donc on les connecte tous aux entrées qui peuvent correspondre aux nombres qu'on a envie sur lesquels on a envie d'agir. Et on se rend compte que si on met un multiplexeur au bout de cette boîte à outils, on obtient un composant qui va être capable de réaliser l'opération qu'on choisit avec le multiplexeur, avec le sélecteur d'opération du multiplexeur, et de réaliser cette opération sur les deux nombres qu'on a en entrée. Et ça, c'est ce qui s'appelle un ALU, pour Arithmetic Logic Unit. Donc voilà, un composant, on choisit l'opération qu'on veut réaliser, les deux nombres sur lesquels on veut réaliser cette opération, et on obtient le nombre qui correspond en sortie. Encore une fois, on a une abstraction, sans trop de surprise. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne l'ALU, on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionnent les briques sous-jacentes de cet ALU. On peut juste le réutiliser et s'en servir pour faire notre ordinateur. Donc là, ça y est, on a rempli notre armoire, on commence à avoir pas mal de composants et on va justement pouvoir utiliser cet ALU pour commencer à construire notre ordinateur. Donc pour ce faire, on va prendre notre ALU évidemment, sauf qu'un ordinateur, c'est pas seulement une machine qui est capable de réaliser une opération sur un nombre ou sur deux nombres, c'est justement une machine qui va être capable de réaliser des opérations les unes après les autres, séquentiellement. Et donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une mémoire qui s'appelle la mémoire d'instruction, la mémoire qui va contenir les opérations qu'on a envie de réaliser les unes après les autres. On va avoir besoin d'une autre mémoire qui, elle, va s'appeler la mémoire de données, dans laquelle on va pouvoir stocker les informations sur lesquelles on veut agir, les résultats. Ça correspond globalement aux variables que vous avez dans vos langages de programmation modernes. On va également avoir des registres qu'on va mettre proches de l'ALU pour qu'ils puissent modifier les variables, interagir directement avec, lire les instructions une par une, etc. Et on va mettre une unité de contrôle dont le rôle va être d'orchestrer toutes ces actions les unes après les autres, donc faire en sorte que les informations soient transmises vers le bon composant au bon moment et que tout se passe bien et qu'on ait bien en sorti les bonnes choses. Donc typiquement, ça s'appelle une architecture de von Neumann et c'est l'architecture qui est utilisée aujourd'hui dans la conception de tous les ordis qu'on utilise, y compris celui-là. Et donc typiquement, les instructions qu'on va vouloir réaliser les unes après les autres, elles vont avoir cette tête-là, ce qu'on voit en bas. C'est-à-dire, sans surprise, des 0 et des 1. On n'a bossé qu'avec des 0 et des 1 depuis le début. Donc une instruction, dedans, on va avoir comme info typiquement l'opération qu'on veut réaliser, par exemple une addition, le nom de registre sur lequel on veut agir, ou encore des paramètres à cette opération. Donc quel nombre est-ce qu'on veut additionner à la valeur d'un registre, typiquement. Et donc, dans cette situation, on va stocker cette instruction directement dans la mémoire des instructions. Et on va avoir une unité de contrôle qui va récupérer l'instruction, transmettre la partie de l'instruction qu'on veut réaliser, l'opération qu'on veut réaliser, la transmettre au sélecteur d'opération de l'ALU, connecter le registre avec l'ALU correctement pour que ce soit la bonne donnée qui soit donnée en entrée, et faire en sorte que la sortie soit renvoyée vers la mémoire de données ou vers un registre en fonction du contenu de l'instruction. Du coup, tout le monde comprend ce code machine maintenant. Vous savez, voilà, ça va passer dans le démultiplexeur, ça va passer par l'unité de contrôle. Voilà, la première, de toute façon, on vient de la voir la première, vous avez vu que c'était la même. On va passer dans l'ALU, on va faire notre addition. Alors non, moi je ne comprends pas ça, vous ne comprenez pas ça non plus, je ne pense pas. Et donc c'est là en fait où on va tout doucement passer plutôt du monde du hardware vers le monde du software, parce que là on se rend compte qu'il nous faut encore des abstractions par-delà ça. Et il y a un moyen, ils ont inventé un moyen et ça s'appelle l'assembleur. Donc si on se dit, là on se concentre un tout petit peu plus sur l'instruction dont on vient de parler, on redécoupe de la manière dont on vient de vous expliquer sur la slide précédente, et qu'on leur donne un petit nom, plutôt au format texte, on se retrouve avec quelque chose de ce format-là. Donc là, c'est une syntaxe assembleur. Vous avez notamment l'instruction tout au début, là c'est l'instruction add, un peu de vocabulaire en assembleur, ces instructions-là, donc c'est des mnémoniques, on les appelle opcode ou opcode, ça dépend comment vous préférez le prononcer. Et en fait, on se rend compte que l'assembleur, c'est beaucoup plus le texte qui va nous permettre de faciliter la compréhension et la lecture de notre code. Et qui derrière, au final, c'est du code machine.
Là, je vous donne un petit exemple. Vous voyez tout à droite un exemple de code assembleur. Alors, je l'ai complètement inventé, hein, mais le code-là, il se présente sous cette forme-là. Par contre, je vous ai menti. L'assembleur, je vous ai dit, voilà, c'est un petit langage. C'est pas un langage, l'assembleur, parce qu'en fait, on parle plutôt de langage d'assemblage, donc avec S. Parce qu'en fait, des langages d'assemblage, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Parce qu'en fait, c'est tellement proche de l'unité de contrôle de la machine. En fait, ça dépend des instructions qu'on va pouvoir faire pour cette machine. Donc en fait, chaque constructeur va fournir son langage d'assemblage, puisque sa machine peut faire plus de choses, peut faire des choses différentes. Donc en fait, ça évolue tout le temps, donc notre langage d'assemblage va être plus puissant, etc. Donc il faut adapter les langages d'assemblage. Par contre, on parle bien d'assembleur pour un autre concept. Et je vais vous parler plus en détail de ce que c'est l'assembleur quand même, parce que je pense que c'est super important. L'assembleur, finalement, vous voyez un peu sur l'image, peut-être que vous devinez ce que c'est, parce que là, vous voyez qu'il y a du texte, mais finalement, est-ce que la machine, elle comprend ça? Non. Et donc, en fait, l'assembleur, ça permet vraiment de faire ça, ça permet de faire la traduction du texte qu'on vient d'écrire, l'assembleur, le langage d'assemblage, pour le traduire en code machine. Donc, nos fameux 0 et nos 1. Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, parce que je pense que vous vous posez la question comment on transforme ce langage d'assemblage en code machine, donc en 0 et en 1. Donc il y a deux étapes pour l'assembleur. La première, c'est transformer les opcodes, les mnémoniques, en 0 et en 1, qui sera compréhensible derrière par le multiplexeur et qui va le rediriger vers le bon composant électronique. Donc pour ça, il y a un dictionnaire qui a été mis en place. Donc pareil, c'est dans le langage d'assemblage fourni par le constructeur. En fait, il va lister tous les composants, tous les mnémoniques qu'il propose, avec l'équivalent, bien sûr, derrière en octet, avec les opérations que ça permet de faire. Et donc la première étape de notre assembleur, quand il va traduire notre texte en code machine, il va parcourir tous les mnémoniques et il va les remplacer par les octets qu'il connaît. Donc là, typiquement, vous avez vu, les moves, c'est tous devenu des 0,0. Donc là, je simplifie énormément. Normalement, c'est des octets, voilà, il y en a beaucoup plus. Mais donc voilà, tous nos moves, c'est devenu 0,0. Tous les adds, c'est devenu 0,1, etc. Là, on voit qu'il reste du texte. Donc, on va faire une deuxième étape qui s'appelle la résolution des symboles. Parce que des symboles, il y en a plein encore dans notre code qui restent. Là, typiquement, vous avez le start, double point. C'est un symbole qu'on appelle un label. Un label, et à quoi est-ce que ça sert un label? Donc vous vous souvenez que le code, la mémoire, les instructions sont enregistrées dans la mémoire des instructions. Donc c'est enregistré quelque part. Et donc le start double point, ça va permettre de dire, ok, je sais que c'est enregistré quelque part, je ne sais pas où exactement. Et en fait, c'est au moment de la résolution des symboles, que l'assembleur va dire, ok, c'est enregistré à cet endroit-là. Donc là, notre start double point, il va le remplacer par l'endroit où se trouve notre code. Et il va parcourir le reste du fichier texte, et toutes les mentions start qu'on aura, il va le remplacer par la même valeur. Typiquement, ici vous avez notre label double point, et vous aviez un jump, le 11 c'était un jump, et notre start. Donc je vous parle un petit peu plus du jump un peu plus tard. Et puis vous voyez qu'il y a aussi des AX, des VX, des CX. Donc tout ça c'est des registres, vous vous souvenez de l'instruction qu'on a vue avant, l'exemple, on avait l'instruction, un registre sur lequel travailler et puis une valeur. Donc là, notre registre, pareil, il sait via un dictionnaire quel registre contient, il faut remplacer par quel octet pour pouvoir le rediriger au bon endroit. Donc là, pareil, il va repérer une passe et il va remplacer tous les registres. Donc là, les AX, il les a remplacés par 0,0, et PI par 0,1, etc. Donc là, on a tout doucement un code machine qui ressemble beaucoup plus à ce que l'on veut. Il nous reste les nombres qui sont écrits là en décimale, parce que c'est plus simple pour nous humains, d'écrire des nombres en décimale. Donc il va les traduire via des règles mathématiques qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Il va les traduire en binaire. Et ensuite, il va concaténer tout ça. Et puis, finalement, on aura notre code machine que des 0 et que des 1. Fantastique. Et oui. N'oubliez pas Hector surtout, puisqu'il n'y a que des Hector derrière tout ça. En fait, oui, c'est encore une abstraction. Donc là, tout doucement, on rentre dans le monde logiciel. On sait que là, on ne va pas coder en code machine, et puis on a l'assembleur qui nous permet de ne plus se soucier de tout ce qu'il y a derrière. Merci. Il
y a quand même un petit sujet assez intéressant en assembleur qui vaut le coup qu'on en parle. C'est la stack qui est directement implémentée en assembleur. Et donc pour comprendre ce que c'est que la stack et à quoi ça sert, on va prendre un placard. Ça c'est un placard à assiette, je vous assure. Et donc dans notre placard assiette, on a deux opérations qui sont possibles. On va pouvoir empiler une assiette, c'est-à-dire rajouter une assiette en haut de la pile, ou bien dépiler une assiette, c'est-à-dire retirer l'assiette qui se trouve tout en haut de la pile. Un peu comme dans la vraie vie, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de prendre l'assiette qui est au milieu de la pile. Donc vous prenez que celle du haut. Donc typiquement, on peut empiler, 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 puis dépiler, donc reprendre celle le plus en haut, et voilà, on a une stack. Fantastique. Et puis on peut faire la même chose en assembleur avec la mémoire. Alors je ne vous refais pas le même dessin parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez avoir votre mémoire, vous allez pouvoir empiler des octets dessus et vous allez pouvoir dépiler des octets. Bon, à quoi est-ce que ça va servir? Alors là, je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ça peut servir. Vous retrouvez du code assembleur à droite. Alors c'est un peu plus simple qu'avant. On a une routine. Donc une routine, c'est un peu comme les fonctions dans nos langages modernes. C'est du code qui va pouvoir être réutilisé. Donc là, typiquement, je vous propose un exemple, POW, donc ça va être une routine qui va permettre de faire un calcul de puissance. Donc, puissance au sens mathématique du terme, donc de puissance quelque chose. Donc là, je ne détaille pas l'implémentation, parce que là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va vouloir appeler ce code-là. Pour cela, on se retrouve dans un code parent. Donc on est dans notre assembleur, on a notre code, et puis à un moment, on va faire un calcul de puissance. Donc pour ça, on va vouloir appeler ce code-là à l'aide de... Je vous en ai très vite parlé avant, à l'aide de jump. Donc jump, c'est un mnémonique, un assembleur, qui permet de lui dire, on lui passe un paramètre, on lui dit, va continuer l'exécution par là-bas. Donc là, vous vous souvenez, avec la résolution des symboles, il sait où se trouve notre code, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça, on a juste mis le symbole POW. Donc voilà, donc lui, il gère tout ça. Bon, maintenant, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'un calcul de puissance, forcément, il faut deux nombres, sinon ça ne sert à rien. Donc nous, on va vouloir passer de paramètres à notre routine, un peu comme vous le feriez pour une fonction dans un langage moderne. Et pour ça, sans trop de surprise, on va utiliser la pile. Donc là, typiquement, vous avez deux push. Donc un push, c'est aussi un mnémonique, c'est aussi un opcode en assembleur, qui permet d'empiler une valeur sur la pile. Donc là, on en empile deux, la première valeur et la seconde valeur sur lesquelles on veut faire le calcul de puissance. Donc là, on va regarder dans notre routine en assembleur. Ce qu'on va faire, c'est deux pop. Donc la pop, encore une fois, c'est un opcode qui permet cette fois-ci de dépiler depuis la pile. Alors en général, ça dépend des implémentations, ça dépend des langages d'assemblage. Il y a des pop qui prennent en paramètre un registre, il y en a qui prennent en paramètre une adresse mémoire. Donc là, je l'ai laissé assez générique pour simplifier. Donc là, on va juste récupérer nos deux valeurs qu'on a empilées dans notre code parent. On va faire tous nos calculs avec ces deux valeurs. Fantastique, puisqu'on a deux valeurs, on va pouvoir faire les calculs. Maintenant, on est encore bloqué. Donc là, en fait, on va être bloqué au niveau du POW. En fait, il va continuer l'exécution et puis en fait, on ne va jamais pouvoir revenir à notre code parent. À un moment, on veut bien remonter la valeur accessoirement, mais surtout revenir à notre code parent. Pour cela, je vais juste insérer une autre étape dans notre code parent. C'est la première. On va refaire notre push, mais cette fois-ci, on va push une adresse. On va push l'adresse dans laquelle on est en train de se trouver dans notre code parent. Concrètement, c'est l'adresse où se trouve le jump du POW. Mais on va empiler cette adresse-là, et vous allez voir que on va pouvoir utiliser cette adresse dans la routine POW. Donc là, typiquement, on a toujours encore nos deux premiers pop. Vu l'ordre qu'on a empilé, en fait, ça va d'abord dépiler les deux valeurs, ça va nous faire nos calculs. Et ensuite, quand on continue à dépiler la pile, en fait, on a notre adresse. Et cette adresse, on va faire un jump dessus. Et là, on a une routine qu'on peut accéder, on peut passer des paramètres et on peut revenir. Ça, c'est fantastique. Et pourquoi est-ce qu'on utilise la pile? Imaginez que vous avez d'autres routines à appeler dans la puissance, dans la routine de puissance. Nous, dans le code parent, on s'en fiche un peu, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe dans la routine, on veut juste passer nos paramètres et avoir notre valeur. Mais typiquement, il peut y avoir d'autres appels à des sous-routines. Et en fait, c'est là que la pile est super puissante, parce que en fait, on peut empiler et dépiler dans le bon ordre dans nos routines en passant nos paramètres et nos retours, et on n'a pas besoin de se poser la question. Et c'est aussi là que ça peut être dangereux, parce que vous avez peut-être fait de la récursivité et que vous avez déjà eu des problèmes de conditions d'arrêt oubliées ou autres. Et en fait, ce qui se passe derrière, vous avez peut-être déjà eu l'erreur de Stack Overflow, donc dépassement de la pile, où en fait, vous mettez trop
de paramètres, vous mettez trop d'adresses de retour, puisqu'en fait vous n'avez pas de condition d'arrêt, en fait la pile va exploser. Il y en a ce qu'on appelle un stack overflow, et c'est notamment de là que vient le nom du fameux site. Bon, l'assembleur c'est bien beau, on a vu plein de trucs, mais vous allez me dire, on va peut-être pas envoyer des fusées sur la Lune avec ça, ça a l'air quand même compliqué et verbeux. Mais si, oui, vous avez raison, on a envoyé des fusées sur la Lune, notamment, là vous voyez sur l'image, c'est Margaret Hamilton et son équipe, donc c'était dans le cadre du programme Apollo 11, où en 1969, vous le savez, ils ont l'homme a posé le premier pas sur la Lune. C'était à l'aide d'assembleurs. Notamment, là, sur la fameuse photo, elle pose sur le code assembleur qu'elle et son équipe ont écrit pour permettre à la fusée de se poser sur la Lune correctement. D'ailleurs, le code source est disponible sur Internet si ça vous intéresse. Si vous avez envie d'envoyer des fusées sur la Lune en assembleur, n'hésitez pas. Et on voit quand même que ça fait beaucoup de code. Ils ont travaillé dessus pendant 3 ans, donc de 1964 à 1967. On se pose quand même la question, est-ce qu'on ne peut pas simplifier ça? C'est quand même verbeux et compliqué. C'est vrai, force est de constater que c'est quand même assez verbeux tout ça, on n'a pas forcément envie de travailler avec ça tous les jours, d'autant que si vous avez une modification à faire dans votre code, bonne chance pour trouver à quel endroit vous voulez faire votre modification, ce serait quand même pas mal qu'on ait une méthode qui nous permette d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Bon, l'assembleur c'est déjà plus lisible que le code machine certes, mais c'est quand même un enfer de travailler avec. Et ce serait pas mal qu'on puisse avoir quelque chose comme ça, typiquement pour faire des opérations, quelque chose qui se rapproche un peu plus de l'anglais et qui soit plus compréhensible pour un développeur, plus évolutif, plus testable, plus toutes ces choses-là. Et donc pour y arriver, comment est-ce qu'on va le faire? Pour le faire, il faut qu'on passe par une étape qui s'appelle la compilation. Et la première étape de cette compilation, c'est ce qui s'appelle le lexeur. Donc pour comprendre ça, on va prendre un exemple de code, et on va essayer de créer notre propre petit langage un peu simple qui nous permettra de faire des choses un peu plus compréhensibles qu'en assembleur. Donc la première chose que va faire notre lexeur, c'est qu'il va lire ce code, qui pour l'ordinateur n'est rien d'autre qu'une chaîne de caractères, c'est juste des caractères mis les uns à côté des autres qui n'ont aucun sens. Pour donner un peu de sens à ça, le compilateur va regarder le contenu du code et donner un sens à chacun des tokens qu'il va trouver, à chacun des mots qu'il va trouver. Donc typiquement, il va prendre le premier qui est def, qui est un keyword, c'est-à-dire un mot qui est défini dans la syntaxe de notre langage de programmation. Il va voir multiply, qui est un identifier, c'est-à-dire un nom qu'a donné le développeur pour nommer quelque chose et pouvoir le retrouver plus tard. Parenthèse, qui est de la ponctuation, etc., etc. Donc maintenant qu'on a donné un peu de sens au contenu de notre code, on va essayer de construire ce qui s'appelle un AST, pour Abstract Syntax Tree. Et donc, pour comprendre comment est-ce qu'on construit ça, on va prendre un bout de code beaucoup plus simple que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. On va essayer de faire 3 plus 2 fois 5. Donc comment est-ce qu'on fait un arbre à partir de ça? Et ben, notre compilateur, il va partir de l'expression globale. Il va dire ça, c'est un expression statement, c'est-à-dire une opération complexe à réaliser qui contient plusieurs éléments. Dans cet expression statement, il va détecter une binary expression, c'est-à-dire une expression qui va se représenter sous la forme d'un opérateur, dans notre cas le plus, et de 2 choses à droite et à gauche de cet opérateur. L'ordre dans lequel il va exécuter ça, ça va aussi dépendre de la façon dont notre langage a été implémenté, de quelles sont les règles qu'on définit dans les standards, mais globalement il va créer l'arbre comme ça. Donc là il va continuer, il a vu sa binary expression, il va regarder ce qu'il a à gauche de son signe plus, c'est un 3, un littéral, donc une valeur qui ne change pas, qui est hard-codée entre guillemets. Et à droite, on va avoir une autre binary expression avec un opérateur fois, et en gros c'est le 2 fois 5. Et donc il va voir cette deuxième binary expression, il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et là, à gauche on a le 2 et à droite on a le 5. Les deux sont des littérales, des valeurs hard-codées. Donc ça c'est très bien, on a réussi à construire notre AST, mais comment est-ce qu'on transforme ça en du code qui est vraiment exécuté? Et il va simplement partir du bas. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va voir qu'il y a 2 opérations réalisées, et il va se dire qu'il va avoir besoin de stocker le résultat de ces 2 opérations quelque part en mémoire. Et donc il va dire j'ai besoin de la place pour 2 nombres de 8 bits, et soit à ce moment-là le compilateur va directement assigner une adresse mémoire dans laquelle le programme va pouvoir stocker ces infos, soit ce sera l'OS au moment de l'exécution qui va donner ces adresses mémoire au programme. C'est pour ça d'ailleurs que si vous avez déjà travaillé avec des langages un petit peu anciens comme le COBOL ou autre, vous avez besoin tout en haut de définir quelles sont les variables dont vous aurez besoin et les cases mémoire dont vous aurez besoin plus tard, parce que le compilateur ne le fait pas lui-même, c'est au développeur de donner ces infos. Et donc une fois qu'on a récupéré, qu'on a réservé ces cases mémoire, la deuxième chose que va faire le compilateur, c'est partir du bas de l'arbre
et exécuter, enfin transformer ces expressions en des choses un peu plus compréhensibles par l'assembleur. Donc là, il y a une binary expression avec un opérateur fois 2 et 5, et il va transformer ça en du code assembleur, en du langage d'assemblage qui pourra être transformé en opcode. Et la même chose, il va remonter l'arbre à nouveau, il va voir qu'il a une deuxième binary expression, et il va faire la même chose, il va transformer ça en un langage d'assemblage. Et là, on a notre code qui est directement compréhensible par l'assembleur, en partant de quelque chose qui était plutôt compréhensible par un développeur à l'origine. Et donc, en reprenant notre exemple de code qu'on avait tout à l'heure, la méthodologie c'est exactement la même, sauf que l'arbre sera juste beaucoup plus long. Donc il va détecter qu'à la racine il y a une déclaration de fonction, que dans cette déclaration de fonction on a deux arguments qui s'appellent A et B, que cette fonction elle a un corps, elle a un body. Dans ce body il y a un contenu qui est une déclaration de variable, un for statement, un return statement. Il va les regarder les uns après les autres, il va voir variable déclaration, dedans j'ai un identifieur, donc return value, la valeur qu'on donne à notre variable, un littéral qui est la valeur qu'on donne à l'origine à cette variable pour l'initialiser, et on ne va pas continuer jusqu'au bout parce que cet arbre risque de vraiment être énorme, mais l'idée est toujours la même, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un code assembleur à la fin. Et là on a notre dernière abstraction, c'est-à-dire qu'on a un code que le développeur a juste besoin de comprendre. Le développeur a juste besoin de comprendre la syntaxe de son langage, et s'il ne comprend pas les couches qui se trouvent en dessous, ça n'empêche pas d'être un bon développeur finalement. C'est intéressant à savoir, mais ça n'empêche pas de travailler. Et donc effectivement, mais oui, quand tu disais le print hello world, on comprend déjà beaucoup mieux. Donc tu disais que le print hello world, en passant un petit coup de compilation avec un AST, qu'il transforme en langage d'assemblage. Donc là, par exemple, notre addition, qui elle, via un petit coup d'assembleur, avec notre résolution des symboles, va le transformer en code machine avec des 0 et des 1. Derrière, finalement, ça rentre dans le démultiplexeur de l'ALU, qui, elle, va faire notre opération qui, derrière, bien sûr, a les portes logiques qui vont bien et qui, elles, sont constituées par des transistors. C'est vrai qu'on comprend déjà beaucoup mieux comment tout ça fonctionne. Bah ouais, c'est littéralement ce que je t'ai dit au début, en fait. Oui. Alors bon, blague à part. Oui, je vais finir sur ça. On est passé très vite sur plein de sujets. Vous allez forcément avoir des questions, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'abstractions qu'on a vues, mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas abordées aussi. Et là, c'était surtout l'intérêt, c'était que vous ayez un point de vue global sur comment fonctionne tout ça. Et au final, même à notre niveau, à votre niveau, c'est super important de faire des abstractions. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais finalement, quand vous avez une classe ou quoi, faites toujours en sorte de la coder de la meilleure manière possible, que les personnes qui vont l'utiliser, s'il y a des personnes qui l'utilisent, n'ont pas besoin de se poser la question de comment ça marche. Parce que si ça se trouve, dans 20 ans, votre code va être utilisé par quelqu'un, et je pense qu'ils seront bien contents de ne pas avoir besoin de savoir comment ça marche. Alors, je m'appelle Benoît Arnaud, je suis DevOps chez Soprasteria et je travaille sur une plateforme qui s'appelle le Live Intelligence qui permet aux entreprises de monter leur chatbot en low-code, no-code. Et moi, c'est Nicolas Grandman, donc dans Soprasteria aussi, même si nos adresses email, c'est pas les mêmes, mais on est dans la même boîte. Et on est basé à Schiltigheim. Et moi, je suis plutôt du côté des services financiers. Et on vous a mis quelques références parce que vous allez avoir des questions. Donc on est dispo, enfin moi je serai encore là l'après-midi. Mais si jamais ça vous intéresse, si vous voulez creuser les sujets individuellement, on a notamment les références là, donc les deux bouquins qu'on a sur lesquels on s'est basé pour faire la présentation. Et une chaîne YouTube qui est vachement bien et vachement compréhensible, qui s'appelle Core Dumped. Donc n'hésitez pas. Et je pense qu'on a peut-être... si vous avez quelques questions, on a peut-être un peu de temps, je sais pas. Ouais, non, c'est short. Ça va être short. En tout cas, on est là, n'hésitez pas. Ok. On a 5 minutes, ça va. Après, si on n'a pas... c'est qu'on a été clair, c'est cool. On a été clair. Hein. Oui. Sachant qu'on peut que dépiler ce qui du coup est tout au-dessus, comment est-ce qu'on fait si on veut supprimer quelque chose qui est plus bas ? Alors, tu pourrais le faire, parce que finalement, la pile, c'est juste un endroit dans la mémoire comme un autre. Donc si tu connais où est l'endroit dans la pile et ton index, tu peux le faire, un peu comme les tableaux dans les langages un peu plus haut niveau. Mais c'est pas l'intérêt.
L'intérêt de la pile, c'est justement que tu n'aies pas besoin de te poser la question de... c'est juste que tu sais qu'il y a un ordre, et si tu l'utilises bien, bah, ça te permet de faire toutes les choses-là. Les fonctions, c'est un exemple, les routines, mais en fait, c'est pas l'intérêt de vouloir supprimer ce qu'il y a entre, et surtout si tu le fais, en fait, si tu le supprimes, quand tu dis supprimer, tu vas forcément le remplacer par un autre octet. Donc en fait, quand tu vas dépiler, typiquement, si tu le remplaces par un autre octet et que c'était une adresse de retour, c'est là que ça va cracher en fait, et que ça va te retourner n'importe où dans le code, et c'est pas ce que tu veux en fait. Il faut bien comprendre que la pile, c'est une façon d'utiliser la mémoire, mais c'est pas la seule. Et dans plein de cas, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais effectivement, quand tu fais des appels de fonctions dans des appels de fonctions dans des appels de fonctions, c'est vachement pratique de pouvoir revenir à chaque fois que tu finis une fonction à là où tu t'en trouvais dans la fonction d'avant, parce que c'est ce qui se passe dans un langage de programmation classique. Ok, merci. Sur les questions. Bon, on est bon, j'ai l'impression. Bon, Super. merci à tous. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous et nous on se retrouve à 14h15 pour un talk sur l'IA. Bon appétit tout le monde. Ouais. Genre on projette tout.